Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Suite des luttes initiatiques, Evala, un pays kabyais, en présence du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. À suivre dans un instant les finales à Djamdé, Lama, Landa et Kouméa avec nos envoyés spéciaux sur place. La TVA et les procédures à respecter par les PME, la NPGF met à leur disposition des outils nécessaires afin de mieux appréhender le vocabulaire fondamental autour de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et puis les obsèques de la doyenne des Nanabins, Mama Rosa Crépi, repose désormais au cimetière municipal d'Adjido à Anéro dans la préfecture des Lacs. Elle est décédée le 5 juin dernier à l'âge de 89 ans et c'est tout le peuple togolais qui lui rend un ultime hommage ce jour. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. 7e et avant-dernier jour des luttes Evala 2023 en pays kabyais. 4 finales ont été livrées. Ce sont les Evala du canton de Djamdé qui ont ouvert le bal en présence du président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. Nestor Mouzou. Au pied de cette montagne s'étend Djamdé, un des 15 cantons de la Kosa. Ici, sur le terrain du CEG, se retrouvent les Evala de ce canton pour leur finale. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, a assisté à cette finale. Pandé, Koli et Pioyo constituent la coalition de Djamdé Hou en short rouge. Les Evala en blanc sont ceux de Djamdé Ba, composés des villages de Bournoda et de Bourda. Initier le jeune kabyais au rite Evala revient à lui inculquer des valeurs de courage et de bravoure, vertus qui vont forger son caractère. L'initié est ainsi formé pour être un garant de la cité. Dans cette épreuve d'endurance, la vigilance doit être de mise. Sinon, le moindre faux pas peut être fatal pour le lutteur. La finale du canton de Djamdé s'est soldée par la victoire des Rouges. Djamdé Hou 16, Djamdé Ba 13. Sur le terrain cantonal, Lamaro et Ba étaient en finale. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, était présent lors des empoignades. Les Evala des deux camps ont offert un beau spectacle à l'assistance.
Ramdan Bassina. Avec une superficie de 204 km², le canton de Lama est le plus vaste de la commune Koza 1. Les 8 villages qui composent ce canton sont mobilisés pour les luttes Evala. Ils accueillent le chef de l'État Faure Esozina Niasimbe. Dans l'arène, Lamaho en blanc joue la finale contre Lamaba en rouge sur le terrain cantonal. Endurer, contrecarrer les techniques et stratégies de l'adversaire et surtout gagner, c'est le leitmotiv de chaque lutteur. C'est une foule en liesse, fière de sa culture et de sa tradition qui chante, danse et loue la force et le courage de ses fils. Le plan des lutteurs de Lamaba en rouge a fonctionné. Ils s'en sortent largement vainqueurs, 32 à 20 face à Lamaho en blanc. Les luttes Evala ont également pris fin ce vendredi dans le canton de Landa. La finale a opposé les Evala de Kasse, Dewa Landa et ceux de Kajaholung et Bagalo. Le président de la République, Faure Esozina Niasimbe, n'a voulu rien rater des affrontements. À Landa, le chef de l'État a suivi les combats de bout en bout. Ekwesala. «
ultime affrontement des Evala dans le canton de Landa. Cette finale oppose la coalition Kassi, Dewa, Landa à celle de Kadja, Hunlung et Kpagalou. La population au rendez-vous tôt ce vendredi n'a voulu rien rater de ce duel. Au devant de ce public, le président de la République, Faure Eswazim Nyasimbe. Sous le regard du chef de l'État, les empoignades s'annoncent palpitantes entre les Evala de Kassi, Dewa et Landa en blanc et ceux de Kadja, Hunlung et Kpagalou en rouge. Entre les deux camps, chaque lutteur fait preuve de détermination et d'endurance pour dominer son adversaire. Très vite, l'équipe de Kassi, Dewa et Landa se montre plus endurante que celle de Kadja, Hunlung et Kpagalou. Les Blancs enchaînent les victoires face aux Rouges. En sacrifiant à l'exercice des Evala, ces jeunes initiés prouvent une fois encore leur attachement à la sauvegarde de leur culture. L'exercice participe également à la maturité du jeune Kabyais. À la fin des empoignades, les Blancs gagnent la manche avec 17 points. Les Rouges s'en sortent avec 7 points seulement. Avant de quitter Landa, le président de la République a fait un tour à la foire agricole et artisanale consacrée au canton. Une visite dans les stands a permis au chef de l'État de toucher du doigt les variétés agricoles et le savoir-faire des artisans de la localité. Apothéose des luttes Evala dans le canton de Kouméa ce vendredi aux prises pour cette finale Piou face Kewe, et ce sont les Blancs de Kewe qui l'ont remporté. Tout s'est passé devant le chef de l'État Faure Eswazim Nyasimbe, et nous y reviendrons dans le courant de ce journal si tout va bien sur ce sujet.
Intéressons-nous à présent à l'agriculture du milieu. L'activité agricole se développe de plus en plus dans la région de la Kara. Ces dernières années, avec le soutien des plus hautes autorités du pays, le secteur agricole de cette région s'est nettement transformé. Un tour d'horizon de l'agriculture dans la région de la Kara avec Carmen Madje Akakou. La région de la Kara, socle de l'agriculture au Togo. Aujourd'hui, le chef de l'État, Faure Zimnanya Singbe, ne ménage aucun effort pour libérer le potentiel des hommes et des femmes qui boostent l'économie du pays avec le travail de la terre dans cette zone. Depuis quelques années, des initiatives y sont prises pour développer encore plus le potentiel agricole de cette contrée située dans la partie septentrionale du Togo. Tout est donc mis en œuvre par les plus hautes autorités pour moderniser le secteur. Des infrastructures de soutien y sont développées massivement. À ce jour, 71 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP ont été aménagées, dont 20 dans les 61 cantons sur les 76 que compte la région. 38 000 hectares de terre ont déjà été cartographiés dans 3 préfectures, Danken, Bassar et Koza. 5 000 autres hectares de terre sont sécurisés par l'agropole, sans oublier 5 200 hectares consolidés au profit des ZAP. Pour les pistes rurales destinées à faciliter l'écoulement des produits agricoles vers les marchés et les déplacements internes, plus de 460 km ont été aménagés. Par ailleurs, la construction de 106 magasins de stockage ainsi qu'un agroparc est en cours sur l'agropole de Kara pour sécuriser les denrées et promouvoir l'agro-industrie. Les revenus des travailleurs sont en hausse, leur production aussi. Pour illustration, la production agricole dans la région est passée de 658 011 tonnes en 2021 à 680 602 tonnes en 2022, soit 160 000 tonnes de céréales, 432 000 tonnes de tubercules, 87 000 tonnes de légumineuses et oléagineuses. Les revenus des producteurs accompagnés sur les ZAP ont également progressé de 32 000 francs CFA en moyenne. C'est en partie dû aux 3 milliards de francs CFA de financement qui leur ont été octroyés pour le compte de la nouvelle campagne agricole. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire ANSAT leur a octroyé 60 millions. Le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques, MIFA, en a donné 120 millions, tandis que l'agropole de Kara leur a alloué 504 millions de francs CFA et le Fonds national de la finance inclusive FNFI a octroyé 21 524 crédits aux producteurs pour un montant de 1 milliard à 8 millions de francs CFA. Le développement agricole est donc en marche. La dernière étape du Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, qui a eu lieu à Kara, a permis de jauger la transformation structurelle de l'agriculture dans cette zone dont les potentialités ne souffrent d'aucune contestation. Une foire agricole et artisanale a été ouverte à Landa. C'est une initiative des cadres du milieu pour faire la promotion des produits agricoles et des œuvres de la localité. Elle couvre toute la période des Evala. Nestor Moussou. Troisième édition de la foire agricole et artisanale de Landa. Ce rendez-vous est une vitrine offerte par les cadres de ce canton à leurs frères et sœurs producteurs agricoles et artisans pour exposer leurs produits et œuvres. Une manière de les promouvoir. Une manière aussi pour les organisateurs de cette foire de soutenir la politique du gouvernement qui met l'accent désormais sur la transformation des produits agricoles. Le thème de cette troisième édition est intitulé « Consommons local pour booster l'économie nationale ». Cette foire est une conviction des cadres de notre canton que le développement de ce canton ne peut partir que de la valorisation du travail de ses filles et fils. Et nous avons comme ambition de maintenir ce cap. Donc nous sommes à la troisième édition de l'organisation de cette foire agricole et artisanale qui est effectivement la base de notre économie. Donc vous n'êtes pas sans savoir que plus de 60% de nos
de nos concitoyens sont dans le secteur agricole et artisanal. Et donc nous devons faire en sorte que nous puissions vraiment trouver des créneaux, des initiatives, des événements qui encouragent et promeuvent les talents de nos localités. Les forces de notre économie, c'est le secteur agricole, c'est le secteur artisanal et nous devons faire en sorte que nous puissions créer plus de valeur ajoutée et créer plus d'emplois, créer plus de richesses pour l'ensemble de nos populations. Les différents orateurs au cours de cette cérémonie d'ouverture ont félicité les promoteurs de la foire qui contribue à la visibilité des produits de l'ANDA. Pour le secrétaire général Mandado Ziteske, représentant le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, l'organisation de cette foire est l'illustration de l'appropriation de la vision du chef de l'État qui promeut la consommation locale. À travers la foire, les cadres de l'ANDA veulent aussi accompagner les producteurs du milieu qui peinent à faire écouler leurs produits. Toute autre chose maintenant, la déclaration de la TVA, les procédures à suivre par les PME, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI a édifié les entrepreneurs sur la question. Awefa Nuchugan, Carmen Madje Akakou. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée des biens et services consommés ou utilisés. Toute entreprise assujettie au régime d'imposition de la TVA doit payer cette taxe. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF veut amener les entreprises togolaises à mieux maîtriser les réels contours de cet impôt indirect dont les règles sont variables en fonction du régime fiscal de chaque entreprise. Nous avons jugé utile que la PME se doit de maîtriser ce que concerne, ce que porte sur cette TVA, ce qu'elle renferme, les subtilités de ce terme-là, puisqu'elle est appelée à échanger avec les clients qui sont les bénéficiaires finaux de paiement de cette taxe-là. Au Togo, le paiement de la TVA se fait à l'Office togolais des recettes OTR. Le taux d'imposition est de 18%. Lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur à 60 millions, en tant que commerçant ou prestataire de services, vous êtes un assujetti de TVA de plein droit. Cependant, lorsque vous êtes PME et que vous faites de l'importation, quel que soit votre chiffre d'affaires, la loi dispose que vous allez payer la TVA. La principale source des recettes fiscales au Togo en 2020, selon un rapport de l'OCDE, provenait des taxes sur la valeur ajoutée TVA, 42%. Ce webinaire de l'ANPGF pourra donc permettre aux chefs d'entreprise et porteurs de projets de mieux appréhender cet impôt pour permettre à l'État de mobiliser plus de ressources pour le financement de l'économie. Une quarantaine de gestionnaires des points d'entrée de la région CEDEAO sont en session de formation à Lomé. Ils ont 5 jours pour s'approprier le curriculum harmonisé sur la surveillance épidémiologique de ces endroits. La rencontre est organisée par le Centre régional de surveillance et contrôle des maladies de la CEDEAO. Il vise à constituer un pool de formation dans le domaine afin de garantir une sécurité sanitaire à la sous-région. Isaka Aruna. L'expérience de la pandémie de Covid-19 a révélé la nécessité d'une collaboration et d'une coordination entre les États afin d'éviter la propagation des maladies. Il est donc devenu essentiel de renforcer la surveillance épidémiologique au point d'entrée des pays. Pendant 5 jours, ces experts auront l'occasion de découvrir et de s'approprier le contenu du curriculum harmonisé sur la gestion des points d'entrée. Nous devons avoir des ressources humaines qualifiées pour bien gérer les frontières dans nos pays. Et pour accompagner les pays dans cet exercice, la CEDEAO a mis en place un curriculum harmonisé de formation qui est composé de 6 modules techniques à travers lesquels les formateurs doivent pouvoir être formés dans leurs pays respectifs. Au niveau régional, nous avons à ce jour un pool de 40 formateurs. Aujourd'hui, cette semaine à Lomé, nous allons former aussi une quarantaine de formateurs. L'idée est d'avoir d'ici fin 2024, avec l'appui de notre partenaire technique et financier, la Banque africaine de développement, une centaine de formateurs qui est disponible pour
répliquer les formations sur la gestion des points d'entrée en Afrique de l'Ouest. Alors que la libre circulation des biens et des personnes est promue au sein de l'espace CEDEAO, il est nécessaire de renforcer le contrôle épidémiologique aux points d'entrée qui sont souvent des zones propices aux épidémies. Cela vise à empêcher les maladies de profiter également de cette liberté de circulation. Nous avons mis en place dans le cadre de ce curricula une session qui porte sur les procédures opérationnelles normalisées, qui se mettent en place avec les systèmes de surveillance au niveau national dans tous les pays et qui crée également un cadre de collaboration avec le pays et les autres pays voisins dans la région. Donc c'est dans ce carnaval-là auquel seront formés les acteurs qui prennent part à cette formation. Et c'est ce carnaval qu'ils sont censés appliquer pour renforcer la surveillance transfrontalière dans leurs pays respectifs. La directrice de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins exprime le souhait de voir les participants améliorer considérablement leur niveau de compétence. Elle les encourage à partager leurs connaissances avec leurs pairs afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires garantissant une sécurité sanitaire optimale pour leur pays et pour la sous-région dans son ensemble. Environnement et la campagne de reboisement en cours au Togo, le ministre Foli Bazi Katari a échangé avec les directeurs régionaux de l'environnement à Sokodé. C'est pour les galvaniser davantage dans l'action et l'entretien des plans. Désiré à l'œil. Régional et préfectoral, le Centre national. Échange direct du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Foli Bazi, avec les directeurs régionaux des services déconcentrés du ministère et d'autres acteurs. Un peu plus d'un mois après le démarrage de la campagne nationale de reboisement, il va à leur rencontre dans l'objectif de les galvaniser, afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans la poursuite de la campagne. À ce jour, plus de 2 400 000 plants ont été mis en terre, une progression de 35% par rapport à la dernière campagne. Chose encourageante, mais il faut maintenir la courbe ascendante. Vous pouvez noter qu'il y a un engouement total. Alors, cet engouement-là appelle de notre part un grand sens de responsabilité. C'est vrai qu'on plante, mais est-ce que le suivi est assuré? C'est ça la question primordiale. Nous allons descendre régulièrement sur le terrain, non seulement pour constater les plants qui sont mis en terre cette année, mais aussi pour voir l'évolution des plants mis il y a 2-3 ans auparavant. Et c'est ça qui explique ce déplacement-là. Nous allons le faire sur toute l'étendue du territoire pour voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer ce mode de suivi qui tient beaucoup au chef de l'État et pratiquement en mandat le Premier ministre. À Tchalo, à la sortie sud de la ville de Sokodé, des jeunes plants mis en terre il y a un mois évoluent. Un espace de plus de 6 hectares bien entretenu. Quand vous commencez quelque chose et que ça a l'air de prendre, il faut rassurer les gens. Donc il faut que la population sente que les plants ont été mis en terre. Nous venons, nous regardons, nous essayons de nous rassurer que ces plants-là évoluent normalement. Parce qu'attendre la fin de la saison, on ne pourra rien corriger. Et si ce sont des acacias, là des mélinas, site visité aussi par le ministre. La préoccupation allait progressivement vers l'objectif 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030 pour reconstituer le couvert végétal, contribuer à contrer les effets du changement climatique et donner la matière à l'industrie du bois. Cette rencontre, le ministre nous a non seulement félicité, mais il nous a galvanisé. Le chemin reste à faire. Donc nous allons continuer toujours par faire ces reboisements et nous osons croire qu'à fin août, début septembre, nous aurons dépassé les résultats escomptés pour le compte de cette campagne. Le ministre Katari Foli Bazi appelle les associations, les ONG, les groupements, les confessions religieuses, bref, les populations à poursuivre la mise en terre des plans pour répondre à la feuille de route gouvernementale 2025. Et nombreuses sont ces communautés en Afrique qui disposent de forêts naturelles ou en ont créé pour répondre aux politiques nationales de protection de l'environnement. Alors, comment doivent-elles gérer ces ressources pour en tirer profit? Les experts donnent des éclairages dans ce dossier réalisé par Honoré Modjou. Les États et les institutions internationales de développement impliquées dans la lutte contre le changement climatique apportent leur contribution aux initiatives communautaires de protection des forêts et des terres.
Cependant, la gestion durable de ces projets et programmes se heurte à la base à la non-maîtrise de certains outils de gestion. Un bien, quand il n'appartient à personne, personne ne peut le gérer très bien, ce bien. Une fois qu'on a une garantie de la propriété, il y a un deuxième élément essentiel qu'il faut nécessairement mettre en place. Des règles d'utilisation durable des ressources naturelles sur la base des connaissances locales traditionnelles. Parce que les populations, depuis la nuit des temps, ont géré en bon père de famille ces ressources-là. Il s'agit maintenant de restituer cette gestion décentralisée par les populations de ces entités, avec ces règles, ces chartes locales de bonne gestion, avec les outils comme le code forestier, le code de l'environnement, le code de l'eau et le code de la chasse. Un autre outil qui est extrêmement important, c'est les institutions locales. Pour que ces institutions locales puissent être des comités de gestion de ces forêts, tant au niveau villageois qu'au niveau intervillageois. Outre les difficultés de gestion administrative des forêts et des terres, les experts en environnement évoquent aussi la méconnaissance des outils de gestion comptable. Quand on s'engage dans la foresterie communautaire, on vise 3 changements. Changement au niveau donc de la forêt, qu'il y ait amélioration de la biodiversité, que la forêt se régénère. Changement au niveau du capital social, du capital institutionnel, mais aussi changement au niveau du capital financier. L'objectif a été d'échanger pour renforcer les capacités des porteurs d'initiatives pour qu'à leur niveau, ils arrivent à accompagner les communautés pour qu'ils puissent atteindre au niveau local ces 3 changements. Nous avons insisté donc, sur certains outils, des outils qui contribuent à l'élaboration, à la planification, l'élaboration des plans simples de gestion, l'élaboration des plans de restauration communautaire des forêts. Des sessions de renforcement des capacités de gestion des initiatives communautaires de forêt se multiplient dans l'espace CEDEAO en partenariat avec la FAO, à vue d'atteindre un meilleur impact de gestion des forêts communautaires. On gère les forêts, pas uniquement pour que la biodiversité soit conservée, mais aussi pour que tout ce qui est produit et services écosystémiques puisse contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales et que donc que ça soit traduit en valeur économique, en valeur financière. L'assimilation des outils de gestion des forêts communautaires permettra aux communautés porteuses d'initiatives de création et de protection des forêts de lever des fonds pouvant leur permettre de développer des activités génératrices de revenus. Retour dans les arènes, apothéose des luttes Evala dans le canton de Kouméa ce vendredi, aux prises pour cette finale, Piou face à Kewe, et ce sont les Blancs de Kewe qui l'ont remporté. Tout s'est passé devant le chef de l'État, Faure Esozimna Niasimbe, Ulrich Lega. Au son de flûtes et castagnettes, les populations de Kouméa, localité située à une vingtaine de kilomètres au nord de Kara, saluent l'arrivée du président de la République, Faure Esozimna Niasimbe, pour cet ultime acte, la finale des luttes Evala. À l'autorisation du chef de l'État, les lutteurs font leur entrée dans l'arène. Aux prises sur ce terrain du lycée de Kouméa, Piou en rouge et Kewe en blanc. Pas de rang d'observation, les rouges s'illustrent dès les premières secondes.
Sous un soleil à son zénith, les Evala de Piou et de Kewe se tiennent au coude à coude. Entreprenant, multipliant les exploits, chacun marque des points au plaisir de parents et supporters. Les minutes s'égrènent et au décompte final, 18-17 en faveur des Blancs de Kewe. Ce qui n'a en rien affecté tout au long de ce match, la cohésion sociale et l'acceptation de l'autre, valeurs fortes et chères au président de la République. Les luttes prennent ainsi fin à Kouméa. Les jeunes Evala de Piou et de Kewe, quant à eux, sont désormais préparés à l'endurance, au courage et à la ténacité pour accomplir ensemble une vie de responsable. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Très belle soirée à vous.